C'est quoi au juste un bouclier antimissile? Comment ça marche? À quoi ça sert? Pour répondre à quelles menaces? Et quelles en sont les conséquences stratégiques, diplomatiques et militaires? Le projet de bouclier antimissile n'est pas nouveau. Pendant la guerre froide, les États-Unis voulaient déjà sanctuariser leur territoire face à la menace des missiles intercontinentaux soviétiques. Et avec le traité ABM de 1972, c'est-à-dire traité anti-missiles balistiques, signé entre les États-Unis et l'URSS, les deux adversaires ont limité le déploiement d'une défense antimissile à 2 sites seulement, Moscou pour l'URSS et le centre de commandement stratégique de Grand Forks pour les États-Unis. Le projet de bouclier est repris en 1983 par le président Reagan, devenant Initiative de défense stratégique, l'IDS, mais il est finalement abandonné à cause de son coût exorbitant et parce qu'il induisait en fait une nouvelle course aux armements. Or, le projet est relancé en 1998 sous le nom de National Missile Defense dans un rapport parlementaire rédigé par un certain Donald Rumsfeld. Et 2 ans plus tard, avec l'arrivée de George Bush et des néoconservateurs à Washington, le concept du bouclier devient une priorité stratégique de l'exécutif américain. Alors il y a au moins 3 raisons à cela. D'abord, il faut préserver le sentiment de sécurité des États-Unis, basé sur la sanctuarisation du territoire que le gouvernement américain veut maintenir face à l'émergence de nouvelles puissances nucléaires. L'Inde et le Pakistan ont procédé en 1998 à des essais nucléaires, face aussi à la menace de la Corée du Nord qui est soupçonnée de développer un programme nucléaire, d'autant que le pays, en août 1998, a testé un missile, le Taepodong-1, au-dessus du Japon, qui ensuite a été amélioré et doté d'une portée pouvant atteindre le territoire américain. Et d'ailleurs, en se protégeant de la menace coréenne, les États-Unis se prémunissent en même temps d'une potentielle menace chinoise. Et puis enfin, il y a eu les attentats du 11 septembre et le territoire américain a été touché au cœur. Les États-Unis craignent donc que des armes de destruction massive puissent être achetées par des groupes terroristes à la Corée du Nord, à l'Irak ou à l'Iran. Donc Washington veut pouvoir faire face à la convergence des menaces. Alors regardons maintenant comment fonctionne un bouclier antimissile. Si un missile visant les États-Unis est tiré, le tir est détecté par des satellites capteurs en orbite dans l'espace. Puis un réseau de radars basé au sol suivra la trajectoire de l'attaquant. Le NORAD, c'est-à-dire le centre de commandement de la défense aérospatiale d'Amérique du Nord, qui est situé dans le Colorado, peut alors lancer un intercepteur à grande vitesse pour détruire ce missile en plein vol et l'empêcher ainsi d'atteindre sa cible. Le dispositif de bouclier antimissile repose donc pour la décision sur la base de Cheyenne Mountains, pour l'interception sur 2 bases de missiles à Vandenberg en Californie et Fort Greely en Alaska, qui disposent de 18 intercepteurs et devraient en compter 40 d'ici 2009, et pour la détection, un réseau de radars capteurs et de suivi. Il y en a 2 en Alaska, un dans le nord de la Californie, un dans le Massachusetts et un au Groenland sur la base américaine de Thule, au nord du cercle polaire. Ce dernier radar se situe donc en Amérique du Nord, mais hors du territoire américain. Et puis, les destroyers sont équipés de systèmes de détection et d'interception. Plusieurs positionnements pour la détection existent également en Europe. Il y a la station radar d'alerte avancée de Fahindale en Grande-Bretagne et au nord-est de la Norvège, la station radar de Vardø. En 2007, les États-Unis ont annoncé l'installation d'ici 2011 de 10 intercepteurs en Pologne et d'un radar en République tchèque, car Téhéran serait désormais susceptible de développer des missiles intercontinentaux d'ici 2015. Et pour Washington, des radars positionnés en Europe seraient à même d'écarter cette nouvelle menace. Eh bien, ce n'est pas du tout le point de vue de Moscou. Ce déploiement a ravivé des tensions entre la Russie et les États-Unis que l'on ne connaissait plus en Europe depuis la fin de la guerre froide. La Russie se perçoit encerclée par ce réseau de radars juste à ses frontières, permettant aux États-Unis de disposer d'un maillage
pour surveiller les forces stratégiques russes. La Russie a donc proposé de mettre à la disposition des Américains son radar de Gabala en Azerbaïdjan afin d'empêcher ce déploiement en Pologne et en République tchèque et de connaître les intentions et les avancées techniques des États-Unis, qui évidemment ont refusé, et Moscou a pris depuis une posture quasi menaçante. D'abord en évoquant le déploiement de ces nouveaux missiles Iskander dans l'enclave russe de Kaliningrad, c'est-à-dire aux frontières de la Pologne, et ensuite en décidant de suspendre à partir du 12 décembre 2007 l'application du traité sur les forces conventionnelles en Europe, dit traité FCE. Alors concrètement, cela signifie que la Russie n'est plus tenue de collaborer en matière d'information avec l'OTAN, et l'état-major russe peut, sans en informer les alliés occidentaux, effectuer des mouvements de troupes sur son territoire ou déployer des missiles à courte et longue portée. Pourtant, si on creuse un peu, ce bouclier antimissile américain n'est pas en soi une menace pour la crédibilité de la dissuasion nucléaire russe. Ce que craint Moscou, en fait, c'est que ce déploiement ne permette aux Américains un saut qualitatif qui creuserait le fossé technologique entre les deux pays. La Russie est l'héritière de l'URSS et elle tient à préserver l'équilibre stratégique avec les États-Unis afin d'éviter une remise en cause de sa dissuasion nucléaire. Ce déploiement américain dans l'ancienne Europe de l'Est est vécu comme une nouvelle perte d'influence en Europe, après l'extension de l'OTAN à l'Europe centrale et aux pays baltes, et la révolution orange en Ukraine. Alors justement, en Europe, les États membres de l'Union sont partagés. Certains ont approuvé ce projet, convaincus du risque que fait peser l'Iran sur la sécurité européenne. Ils envisagent même de compléter le bouclier américain par le déploiement d'une défense antimissile à courte portée dans les pays du sud de l'Europe, qui ne seront pas couverts par les sites de Pologne et de République tchèque. Mais d'autres membres de l'Union estiment au contraire que ce projet a le double inconvénient d'augmenter encore le lien transatlantique et d'affaiblir les perspectives de défense européenne autonome, et donc de détériorer les relations entre l'Union européenne et la Russie. Alors cette décision américaine unilatérale engendre plusieurs contradictions stratégiques. La première, c'est de savoir quelle est la cible exacte du bouclier antimissile. Les stratèges américains évoquent la Corée du Nord et l'Iran, mais ils pensent en fait à la Chine et à la Russie. La deuxième question qu'on peut légitimement se poser est de savoir si le bouclier est adapté aux menaces terroristes, comme l'ont montré les attentats du 11 septembre, sans même évoquer son efficacité technique, puisque les essais d'interception qui ont été menés depuis 1999 se sont soldés par autant d'échecs que de succès. Et puis enfin, il y a l'Europe. Est-ce qu'il s'agit du déploiement du programme NMD américain en Europe ou d'une défense antimissile européenne ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que le bouclier antimissile contribue aux tensions entre Russes et Américains, mais aussi entre Russes et Polonais, dont les relations n'ont jamais cessé de se dégrader depuis ces dernières années. Sur ce thème, vous pouvez lire utilement Europe-États-Unis, valeurs communes ou divorce culturel de Bruno Tertrais aux éditions de la Fondation Robert Schuman. Vous pouvez lire aussi la très bonne revue qui s'appelle Questions internationales. Le numéro 27 est consacré à la Russie. Et puis, vous pouvez lire l'Atlas du dessous des cartes, le volume 2, qui s'appelle Atlas d'un monde qui change, qui est consacré notamment à la mondialisation, mais aussi très largement à l'évaluation des nouveaux rapports de force. Alors, c'est édité chez Arte Éditions et chez Talendier.